Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui sera une vidéo un peu différente car ce sera une interview. Et je vais commencer ma série d'interviews parce que j'ai à cœur que ce soit une série avec l'interview de Myriam. Myriam, c'est avant tout une amie que j'ai rencontrée lors de ma formation de coaching parental chez Isabelle Filiosa. Et avant déjà d'être coach parental, eh bien Myriam, elle est psychologue. Elle est formée aux thérapies cognitivo-comportementales et également aux thérapies intégratives. Elle a également une spécificité, en plus de tout ça, d'accompagner des personnes, elle accompagne également les personnes faisant partie ayant un trouble du spectre autistique. J'ai toujours du mal avec cette formulation. Donc Myriam est spécialisée là-dedans et lors de notre formation, on a eu de nombreux échanges sur la question et donc j'avais à cœur de vous faire une vidéo sur le sujet avec notamment comme question, eh bien comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on sait utiliser, être dans la parentalité positive lorsque l'on a un enfant qui a un trouble du spectre autistique et c'est donc une des questions, mais c'est vraiment pas la seule évidemment, que vous aurez comme réponse dans cette vidéo. Alors bien, bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis contente de t'interviewer sur ce sujet. Ça faisait longtemps que ça me trottait en tête. Merci de ta proposition. Alors, donc cette vidéo, j'ai envie de la faire sur l'autisme. Et justement, j'ai des questions rien qu'en matière de vocabulaire. Donc, c'est très bien, tu vas pouvoir m'éclairer. Parce que chaque fois que j'ai à prononcer ce mot-là, je me dis, est-ce que je suis politiquement correcte? D'abord, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser sur ce sujet? En fait, c'est pendant mes études, en fait, dans la 4e année de psychologie, on nous demande de faire un stage en France, voire plusieurs. Et à travers un stage, en fait, j'ai rencontré des parents d'enfants avec autisme auprès desquels je suis intervenue à domicile essentiellement. Et je suis intervenue aussi bien auprès d'enfants que d'adolescents ou que d'adultes. Okay. Et du coup, ce stage, ça m'a vraiment ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'était quelque chose qui me parlait bien, en fait. C'était d'accompagner des enfants, de les faire progresser, de leur permettre de gagner en compétences et en même temps donner les parents des outils pour mieux comprendre leurs enfants et mieux vivre dans le quotidien. Donc ça me convenait bien et je me retrouvais dans cette pratique. Donc, tu étais déjà, en fait, finalement, avec une volonté d'accompagner la famille et le parent, quoi. C'est venu très, très vite, ça. Oui. Et puis, ce que j'aimais aussi, c'était que, en fait, on pouvait voir rapidement si ça marchait ou pas. Et du coup, moi, ça me permettait rapidement de corriger ma pratique, de très vite m'améliorer dans ce que je pouvais proposer. Alors, voilà, on en vient à ma question de vocabulaire, Myriam. On parle d'autisme, de troubles du spectre autistique, d'Asperger, etc. Mais c'est quoi en fait tout ça et est-ce qu'il y a des termes qui sont parce qu'il y a parfois des évolutions dans la manière de parler d'un phénomène et donc ici, est-ce que c'est le même cas? Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une question de terminologie et c'est surtout par rapport aux classifications des pathologies, en fait. Donc, suivant le critère diagnostique et suivant la classification utilisée, on aura pour l'instant plusieurs termes possibles. Il y a la classification de l'Organisation mondiale de la santé, où on parle encore de syndrome d'Asperger, d'autisme typique dans la version, et d'autisme atypique, par exemple, avec pour chaque catégorie des critères diagnostiques précis. Et la classification américaine est passée depuis maintenant 2 ans à une terminologie qui parle de trouble du spectre autistique, où on ne fait plus la différence entre autisme et syndrome d'Asperger. Tout ça, ça fait beaucoup de débats en France, du coup, et en Belgique, je pense que c'est un peu le cas aussi. On va retrouver ces différents termes qui se côtoient. Pour faire vraiment rapidement, la grande différence entre l'autisme et le syndrome d'Asperger, c'est que dans l'autisme, il y a un retard d'apparition de langage ou une absence totale. Le retard peut être comblé plus tard,
mais au début, l'enfant ne va pas développer le langage comme classiquement, en fait. Alors que dans le syndrome d'Asperger, l'enfant se met à parler tout à fait normalement, comme c'est attendu dans le développement de l'enfant. Mmh. Après, dans les deux, on retrouve à chaque fois l'aspect des difficultés d'interaction sociale et de communication sociale. Et c'est pour ça que, du coup, les Américains sont partis sur le trouble du spectre autistique, en disant que finalement, c'est une question de spectre, c'est partagé par bon nombre de la population, et après, c'est un degré de sévérité qui va faire si oui ou non on aura un diagnostic. OK, d'accord. Et donc justement, comment, c'est quoi en gros l'autisme? Donc je suppose que c'est pas qu'une question de retard, dans le vocabulaire ou quoi, puisque forcément ils l'ont pas tous, donc qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, c'est pour ça que la notion de spectre est intéressante, parce qu'il n'y a pas un autisme, mais plutôt des personnes Mmh. avec autisme, que chaque personne va avoir une façon d'exprimer son trouble et sa manière d'être d'une manière différente. Et on va avoir des grands thèmes qui se retrouvent. Il y a une difficulté dans tout ce qui est de l'ordre de la communication sociale et dans les interactions sociales. C'est une difficulté dans le terme de qualitatif. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est plus qu'ils vont parfois avoir du mal à comprendre à quel moment ils peuvent rentrer dans une conversation, par exemple, comment la terminer, comment même initier la conversation. Ils peuvent être en difficulté pour comprendre des notions comme le mensonge ou l'ironie. Mmh. Mais pour autant, certains y arrivent. C'est pour ça que c'est vraiment complexe de poser un diagnostic juste sur quelques petits critères qu'on peut trouver sur Internet. Et parfois, à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui se passe. On va chercher sur Internet, on met un peu des Ouais. difficultés, et puis on va tomber sur un site, on va nous proposer un test en ligne. Et je me méfie parce que il y a quand même beaucoup de choses où on peut le voir que cliniquement, c'est-à-dire que quand on rencontre la personne, qu'on prend le temps d'échanger avec elle, et qu'on va voir dans son quotidien comment ça impacte son quotidien, en fait. Mmh. Et alors du coup, comment est-ce qu'on se dit que, enfin, ce serait dû à quoi? Est-ce qu'on a une idée qui est ces spécificités? Donc en fait, les recherches, il y a beaucoup de recherches parce on est sur un trouble multicausal. Il y a un impact génétique qui a été démontré depuis les années 60. Il y a aussi un développement neurologique qui se fait de manière très différente dès la naissance. Mmh. Pour autant, on n'a pas une cause, on n'a pas un gène. Et il y a aussi beaucoup de recherches qui se font actuellement sur l'impact, par exemple, de la pollution, Mmh. des perturbateurs endocriniens. Et voilà, on n'a pas vraiment quelque chose de... C'est ça qui induit de Mmh. l'autisme. D'accord. Mais donc on voit des différences très tôt, dans le développement, des enfants? Pour certains, oui. Pour d'autres, par exemple, il y a des diagnostics tardifs. Moi, des fois, je reçois des ados, voire des adultes, Mmh. qui ont toujours eu un peu des difficultés, mais qui n'ont pas été diagnostiqués avant. Parce que, par exemple, au niveau scolaire, ils avaient plutôt des bons résultats, Mmh. qu'ils étaient peut-être dits un peu introvertis ou timides, mais que ça passait. Voilà. Alors qu'il y a aussi des enfants où on va très vite le voir, dès 1 an et demi, 2 ans, il y aura des grandes difficultés dans l'interaction sociale avec les parents, par exemple. Mmh. Et donc du coup, quand on parle, c'est plutôt formulé en disant, un enfant avec autisme, c'est ça? Oui, avec ou atteint d'autisme. D'accord. Atteint d'autisme, c'est Que, OK comme formulation? oui, parce que l'idée, c'est que ça reste un enfant, ça reste une personne avant qu'elle soit qualifiée Mmh. par handicap. Enfin, voilà. Mmh. Donc ma question suivante, on a déjà un peu, parlé de ça, mais je pense qu'il y a peut-être encore, quelques éléments qui pourraient être intéressants. C'était dans le vocabulaire courant, donc l'autisme veut dire plein de choses et pour certains, ça devient même une insulte. Donc qu'est-ce que justement entre là, j'ai envie de changer un peu ma question et dire plutôt, entre l'image qu'on a de l'autisme qui va par exemple être beaucoup, Rayman, je crois que c'est l'autiste peut-être le plus connu et voilà et l'autre autiste, que j'aime bien et que tu connais, heu, Skovanek. Voilà, ça Chauvin. Hmm. ça va être 2 qui vont être assez connus.
sauf que l'un est un acteur et l'autre est vraiment Mmh. avec ça. Du coup, qu'est-ce que toi enfin voilà, comment, parce que je suppose que c'est très loin de la réalité de tous les jours des parents dans cette situation, donc En fait, ça va dépendre, par exemple, si, on va avoir des personnes qui vont avoir du langage, mhm, d'autres n'en auront pas et auront besoin de développer un outil de communication, alternatif qui va leur permettre de se faire mhm, comprendre. Certaines personnes vont poursuivre au niveau scolaire, d'autres vont devoir stopper rapidement et être orientées dans des établissements spécialisés, parce que ça va dépendre s'il y a des comorbidités qui vont mhm, s'ajouter au trouble du spectre autistique. Est-ce qu'il y a une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il y a de l'épilepsie? Ce sont les deux comorbidités qui reviennent le plus souvent mhm, dans les troubles du spectre autistique. Mais il y a aussi, par exemple, les troubles anxieux qui peuvent être aussi très présents et qui peuvent faire que des personnes peuvent ne pas vouloir continuer une scolarité ou arrêter de travailler parce que c'est trop mhm. difficile, il y a trop de stress pour elles, en fait. Donc, c'est vraiment très, très large. Et ce qui est difficile, c'est quand parfois, par exemple, dans les médias, quelqu'un va dire ah ben c'est bon, on n'est pas autiste ou je ne sais quoi. C'est vraiment minimiser l'impact que cela peut avoir pour chaque personne qui est atteinte de ce trouble, en fait. Et du coup, c'est pour ça que parfois c'est très mal vu de faire des généralités ou de se servir de cette image un peu qu'on pourrait avoir via un film, par exemple, comme Rayman, pour décrire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autisme. Ok. Du coup, comment est-ce qu'on peut savoir que notre enfant est atteint d'autisme et à partir de quel âge un parent pourrait être amené à se poser des questions et à consulter? Alors, ça va dépendre, par exemple, si c'est un premier enfant ou si c'est un deuxième, enfin, s'il y a déjà une fratrie. Parfois, les parents voient rapidement qu'il y a des difficultés parce que, par exemple, c'est un bébé qui ne sourit pas, qui ne répond pas au maternage, c'est-à-dire à tous les gazouillis ou leurs petites chatouilles ou les soins que les parents peuvent faire à leur enfant. Souvent, c'est avec l'âge du langage aussi, vers 1 an, enfin, vers 18 mois, 2 ans, où il peut y avoir aussi une alerte si c'est des enfants qui ne développent pas le langage ou qui vont avoir du mal, ou qui vont répéter souvent les mêmes sons ou les mêmes mots. Et puis après, il y a tout l'aspect social qui arrive avec l'école ou la collectivité, comme les crèches, ou voilà, souvent c'est l'école, où ce sont des enfants qui peuvent être en très grande difficulté, pas parce qu'ils ne veulent pas être avec les autres, mais parce que c'est très difficile pour eux de rentrer en interaction et donc ils se retrouvent en difficulté et ça peut du coup déclencher chez eux des troubles de comportement qui sont souvent dus à du stress, en fait. D'accord. Ah, donc tu dis, si je comprends bien, donc le fait qu'ils ont du mal à entrer en interaction, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire, donc ça les met sous stress et donc ça rend Ouais, encore plus difficile ça. C'est ça? c'est ça, d'autant plus qu'il y a déjà parfois beaucoup de stress dû à un traitement de l'information sensorielle. Ils peuvent être plus ou moins sensibles au bruit, aux lumières, Mmh. au toucher, qui peut déjà générer beaucoup de stress chez eux. Et donc, ça a un peu, des fois, l'effet cocotte minute. D'accord. Donc ce que j'entends, c'est que pour les accompagner, ça va être beaucoup autour de la gestion de ce stress. Il y a une partie, oui, qui doit être autour de ce stress, oui. Mmh. Dans le quotidien des parents que tu accompagnes, ça implique quoi? Le trouble, Oui. beaucoup d'anticipation de la part des parents. Ils deviennent assez vite experts de leurs enfants. Ils savent rapidement ce qui va ou pas déclencher une crise, ce qui peut ou pas calmer leur enfant. Euh, et, et ils vont mettre en place beaucoup d'adaptations pour rendre le quotidien le plus serein possible. Ils Mmh. s'en rendent même pas compte parfois, ils font ça de manière très rapide. Euh, quel exemple? L'exemple qui me revient le plus, c'est l'aspect à partir de quand vous prévenez votre enfant que vous allez par exemple sortir. Mmh. Souvent, ils vont dire ah ben très vite, il a besoin, de toute façon il demande, ou s'il n'a pas de parole, on a déjà repéré que si on lui dit pas, c'est galère. Et d'autres vont dire ah, on lui prévient au dernier moment parce que s'il le sait trop à l'avance, il est pas bien, il manifeste des signes d'anxiété. Enfin, et du coup, quand on questionne, ça va être des comportements souvent qui vont être répétitifs. Euh,
ou soit dans le corporel, des mouvements de balancement, soit quand ils ont du langage, beaucoup de questionnements. Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on part? On va où? Quand est-ce qu'on revient? Des choses comme ça. Oui. Dans ce que j'entends aussi, tu as l'air d'avoir beaucoup de, j'allais dire de tendresse, mais c'est pas de la tendresse, c'est plutôt, voilà, j'ai l'impression que tu es touchée par le quotidien de ces parents-là et par déjà tout ce qu'ils arrivent à mettre en place. Oui, parce que, ils viennent voir des professionnels pour savoir comment mieux faire. Pour autant, souvent, ils ont déjà trouvé pas mal de ressources en eux-mêmes, en fait, parce que, ils se sont adaptés à leur enfant, en fait. Ils ont essayé de faire au mieux avec ce qu'ils avaient et c'est pas simple de se faire comprendre et de se comprendre. Je me souviendrai toujours, une fois, j'ai eu une maman qui avait fait une formation pour mieux comprendre ses enfants. Et elle m'avait dit, en fait, je comprends, on est dans deux planètes différentes. En fait, on est comme extraterrestres l'un de l'autre. Et du coup, je comprends mieux pourquoi des fois, on n'arrive pas à se capter, on n'arrive pas à se comprendre. Et c'est un peu ça, ils essayent beaucoup. Et la parentalité positive et bienveillante dans tout ça, est-ce que c'est applicable avec ces enfants-là? Parce que justement, bon, finalement, on parle beaucoup des émotions, d'empathie et tout ça. Comme justement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et comment on fait? Alors, c'est rigolo parce que en fait, j'ai pratiqué de l'éducation positive en accompagnant des enfants avec TSA ou des adultes et leurs familles, bien avant d'être moi-même maman et de m'intéresser à la parentalité positive. Ah oui. Et parce que en fait, dans l'éducation positive qui est utilisée avec les approches comme l'ABA ou Teach, qui sont les approches recommandées en fait, parce qu'elles ont montré de grandes efficacités, ce sont des approches où on va se centrer sur le comportement attendu de l'enfant. Donc, on va essayer de développer les compétences pour qu'il ait un comportement le plus adéquat possible, donc sur un comportement positif. On va valoriser ses efforts pour qu'il puisse mieux comprendre et avoir envie de continuer à les faire. On va aussi partir d'évaluations qui vont nous permettre de partir de ce que l'enfant sait un peu faire ou est en train d'apprendre à faire, plutôt que d'aller sur des choses qui sont trop difficiles pour lui. Et du coup, tout ça, pour moi, ça crée déjà un environnement qui est beaucoup dans l'éducation positive. Et du coup, quand voilà, moi après je me suis intéressée à la parentalité positive, finalement, il y a beaucoup de choses. Quand on voit en parentalité positive, on dit qu'on va énoncer plutôt des consignes sur ce qui est attendu. Ben, les enfants avec un trouble du spectre autistique, ça les aide beaucoup. Plutôt que de s'entendre dire ne jette pas, on leur dit pose ça ici. C'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant. Et ils sont en difficulté pour reconnaître les émotions des autres. Alors, s'ils ont un parent qui va verbaliser, qui va dire « je me sens agacé », qui va montrer des supports, ça va les aider à mieux comprendre ce que c'est comme émotion, à mieux identifier ce qui se passe chez leurs parents, et puis aussi, du coup, après chez eux, parce que du coup, il y a tout un apprentissage sur comment je me sens, à quel moment, qu'est-ce que je peux faire quand je me sens comme ça. Donc à nouveau, contrairement au cliché qu'on a qui est ils ne ressentent pas les émotions eux-mêmes, bah, s'ils les ressentent, c'est juste que l'expression et la compréhension de l'autre est plus difficile. C'est ça. En fait, ils ont des émotions. Hein. Ce sont des êtres humains. Donc, effectivement, il se passe dans leur cerveau, dans leur corps, tous les mécanismes des émotions. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à les mettre en mots, d'arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, certains vont décrire qu'ils sont complètement envahis par leur vécu interne et du coup, ils ont beaucoup de mal à l'exprimer. Et puis, c'est qu'est-ce que j'en fais en fait finalement. Mais c'est un peu comme ce qu'on fait avec les tout-petits et qu'on voit maintenant avec les neurosciences affectives et sociales. C'est que plus tôt on apprend aux enfants à identifier ce qui se passe pour eux, mieux ils arrivent à l'exprimer. Dans le trouble du spectre autistique, on va le faire tout au long de leur vie, en fait. Oui, finalement, en fait, moi j'ai l'impression que même nous, en tant qu'adultes, j'ai envie de dire neurotypiques, on a aussi des difficultés à exprimer nos émotions, à savoir ce qui se passe en nous. Enfin, on fait un travail pour arriver à bien faire ça. C'est juste que nous, on a peut-être plus facile à s'adapter à la société malgré ça. Tandis que de ce que j'entends, pour eux, c'est peut-être plus difficile de le faire. Et encore, il y en a certains qui y arrivent quand même. Oui, en fait, ce qui est difficile,
c'est plutôt, ouais, c'est comprendre aussi les intentions des autres, comprendre, se mettre un peu à la place de l'autre. Mmh. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'empathie. Ils ont de l'empathie. Ils sont plutôt en difficulté pour le côté empathie, comment je pourrais dire, reconnaître chez l'autre ce qui se passe. Ils voient qu'il se passe un truc. Après, c'est parfois difficile de comprendre si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est du stress. Ça, c'est très dur, même s'ils l'ont appris, même si on leur apprend, c'est parfois difficile. Par contre, ils ont envie d'aider. Souvent, enfin, moi, j'ai vu des enfants qui, un parent malade, ben, ils vont s'adapter, ils vont prendre soin de leurs parents alors qu'ils ont un trouble du spectre autistique. Et ils sont aussi capables, une fois qu'ils ont appris, ils connaissent le vocabulaire des émotions, quand ils ont le langage, ils sont capables de dire les mots. Ce qui est difficile, c'est le reconnaître chez soi et le reconnaître chez les autres. C'est très loin du mythe qu'on a, évidemment. Alors, du coup, quels sont les 5 outils que tu aurais envie de conseiller à ces parents-là et pourquoi? Alors, une des premières choses que je propose en suivi, c'est la mise en place d'un planning. Mmh. Parce que les personnes avec un trouble du spectre autistique sont en difficulté pour anticiper, s'organiser dans leur quotidien, planifier. Et du coup, le fait d'avoir des routines et d'avoir un planning, ça va aider à ce que les routines du quotidien soient mieux mémorisées et plus vite acquises. Mais ça va permettre aussi de mieux comprendre les changements. Parce que les changements, par exemple, là, en ce moment, avec le confinement, il y a beaucoup de changements pour ces enfants, ces adolescents. Et du coup, le fait d'avoir un planning pour dire, bah, en fait, là, il se passe ça, voilà ta journée, comment elle va se structurer, ça va aider à ce que ce changement de, ben, il n'y a plus d'école, par exemple, ou il n'y a plus de suivi chez l'orthophoniste ou en groupe d'habileté sociale, et ben, ça soit mieux accepté. Parce qu'on sait quand même ce qui va se passer. Ma journée ne va pas rien se passer dans ma journée. En fait, il se passe quand même des choses dans ma journée. Un autre outil qui est souvent utilisé, ça va être pareil, c'est autour du time timer. Alors, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir indiquer combien de temps il va se passer. Et donc, le rouge diminue au fur et à mesure. Donc là, il y a 5 minutes. Et ça sonne à la fin. Donc ça peut aider aussi. Et puis après, ça va être un autre outil que j'utilise souvent, c'est tout ce qui va être de l'ordre de comprendre les interactions sociales. Et là, ben, pardon, excuse-moi, tout ce qui va être histoire, ça va nous aider. Tout ce qui va être décomposé pour dire, bah, regarde, lui, il se sent comme ça et lui, il se passe comme ça. Ça, c'est des choses qui vont aider aussi, quoi. Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est les intérêts des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le trouble du spectre autistique, il y a souvent des intérêts. Il va y en avoir qui vont être passionnés d'Égypte, d'autres par Star Wars. Certains, ça sera sur un chanteur, par exemple. Et on va se servir de leurs intérêts pour les amener à développer des compétences qu'ils n'auraient pas forcément développées. Par exemple, sur les aspects scolaires, ils ne veulent pas faire des tracés pour faire des tracés, mais si on va créer un support avec le vaisseau Star Wars qui va faire un chemin pour aller voir tel personnage de Star Wars, ils vont accepter parce que ça reprend leurs intérêts, en fait. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans pas mal dans le quotidien aussi, quoi. On va utiliser leurs intérêts pour développer des compétences. À nouveau, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui se fait, enfin, qui est le plus efficace aussi avec un enfant neurotypique. C'est Tout à juste que fait. pour eux, c'est encore plus essentiel, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, la parentalité positive, finalement, elle est totalement applicable aussi avec des enfants qui ont cet atypisme parce que, en fait, c'est juste qu'ils ont besoin de plus de répétition. Donc, ils ont besoin de répéter plus longtemps pour acquérir. Et le fait d'utiliser leur motivation, d'aller sur du plus concret, ben, c'est des choses qu'on fait aussi avec des enfants neurotypiques. C'est juste que là, avec les enfants avec autisme, on va le répéter plus souvent, en fait, de manière plus fréquente. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre? Parce que c'est des questions qu'on me pose quand même régulièrement. C'est, ben oui, mais
des difficultés, quand un parent rencontre des difficultés avec la parentalité positive, avec un enfant qui est atteint du trouble autistique? En fait, la difficulté, pour moi, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui fait que c'est difficile. Oui. Mmh. C'est, quel comportement de son enfant fait que, ce parent, il se retrouve désarmé, démuni et qu'il n'arrive pas à l'accompagner. Et à partir de là, on va faire un autre outil que j'utilise beaucoup, qui est l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser un tableau d'observation pour mieux identifier dans quel environnement l'enfant va faire ce comportement, quel est ce comportement exact, pas juste il est pénible, on va détailler vraiment de manière factuelle quel est ce comportement, et on va mettre dans une troisième colonne l'aspect conséquence, c'est-à-dire qu'est-ce que moi en tant que parent, comment je réagis, mais aussi si par exemple je suis dans un environnement avec des frères et sœurs, comment les frères et sœurs réagissent, si c'est l'école, comment les camarades de classe réagissent, et pas seulement la VS ou l'enseignante en fait. Et ça, cet outil-là, il est important parce que souvent, quand on fait face à des comportements inadéquats, les parents attendent un peu la baguette magique. En fait, il n'y en a pas. C'est comme dans la parentalité, on n'est pas sûr quelle est la baguette magique qui va faire que mon enfant, il va se taire ou il va arrêter d'avoir son comportement. On a besoin d'abord de mener l'enquête pour mieux comprendre ce qui se passe, trouver la fonction du comportement, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre en place un plan d'intervention. Et souvent, dans le plan d'intervention, il y a aussi comment moi, en tant que parent, je vais changer mon attitude, comment je vais adapter ma parentalité pour que mon enfant il puisse mieux comprendre ce que j'attends de lui. Alors, une dernière petite question. Alors, peut-être justement, quand le parent est lui aussi avec un trouble du spectre autistique, est-ce que ça entraîne du coup des particularités? Au contraire, c'est plus facile parce que tu comprends mieux, ou est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que Alors déjà, ben oui, ils peuvent être parents parce que c'est des êtres humains. oui, oui, bien sûr. La question Euh, est pour moi, hein. et en plus, ce sont aussi des chouettes parents qui sont aimants et, Bien sûr. et voilà, ils s'attachent aussi à leurs enfants. C'est pour ça que pour moi, ils ont, enfin, comme toute personne, il y a un système d'attachement et donc il y a des liens forts qui peuvent se créer entre la personne avec autisme et la personne qui ne l'est pas. Euh, ce qui peut être plus facile parfois, c'est cette compréhension, c'est-à-dire, ben, je sais que ça peut être difficile pour lui parce que pour moi aussi c'est difficile ça ou ça. Ce qui peut être parfois un peu difficile, c'est le jugement plutôt de la société, tu vois, sous prétexte parce que j'ai cette particularité, je serai un moins bon parent, ou enfin voilà, ces choses-là. Dans le lien parent-enfant, finalement, le lien, il va se faire. Il va se faire avec cet atypisme, en fait. Mhm. Mais si, ce que je voulais dire, c'était, est-ce que si l'enfant a un trouble du spectre autistique et le parent également, est-ce que justement c'est plus facile pour l'accompagnement, ou justement, ben, c'est intéressant qu'il soit vraiment accompagné? Ben voilà, je me dis peut-être que du coup, soit il peut mieux comprendre, soit au contraire, ils ne le sont pas de la même manière et donc avoir peut-être plus difficile ou pas. En fait, de manière générale, ça sera plus facile quand même s'il y a quand même un peu d'accompagnement. Souvent, au début, moi, je vois des familles où je les ai suivies pendant un certain temps. Et puis, ben, après, il venait moins parce que ben, le parent, comme je t'ai dit, il devient vite expert. Alors, une fois qu'il a compris et qu'ils mettent en place un peu ce que l'on propose et ce que je vais proposer comme outil, ben, après, ils viennent un peu moins parce que ben, il y a moins de crises, il y a moins de difficultés, il y a plein de choses qui se mettent en place. Puis après, ils ont compris un peu comment leur enfant fonctionne. Et du coup, ils viennent moins. Et en même temps, il y a des fois, il y a des périodes de vie où il y a besoin de reprendre un peu un point d'appui auprès d'autres professionnels, comme pour avoir un regard extérieur et sortir un peu la tête de l'eau. C'est un peu pareil. De toute façon, si le parent il a ou pas un trouble du spectre autistique, c'est un peu la même chose. Il y a des fois, il arrivera très bien à comprendre son enfant, et d'autres fois, il aura besoin d'un appui extérieur pour arriver à faire OK, qu'est-ce qui se passe et comment je peux l'accompagner. Ben, merci Myriam, tu as Je t'en répondu prie. à mes questions. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Eh ben, écoute, merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir? Oui, on n'a pas parlé du diagnostic. C'est important de se faire diagnostiquer.
Et pour ça, il y a des centres en France, il y a les centres ressources autisme qui ont des antennes dans chaque région et qui peuvent en plus indiquer d'autres professionnels en libéral. Il existe de plus en plus aussi des centres en libéral qui proposent des diagnostics. Vraiment, le diagnostic ne peut pas se faire sur Internet, quoi. Ça, c'est sûr. Et ce sera le mot de la fin alors. Ouais. Merci à toi. Je t'en prie.